Donc, on va s'intéresser aux pratiques œnologiques, donc au travail de l'œnologue, à la vinification. Donc, moi, je vais traiter de technologie, le vin et les machines. Et Sylvie nous parlera de levure et de fermentation. Donc, je vais vous faire un peu un point, une synthèse de tout ce qui s'est fait sur ces sujets, surtout en lien avec un programme qui a démarré dont on a présenté des résultats en 2009. C'était un programme de l'ANR où on a voulu, disons, se projeter un peu sur tous les leviers possibles et proposer des réponses au fil du temps. Donc, là, ça c'est... Alors, je viens de la même région que vous, de Narbonne, à 150 km d'ici, sauf que je suis en bord de mer, et donc sous un climat méditerranéen, sur la Clappe, comme on vous l'a bien précisé. Sur cette unité, on a un poste météo et on suit donc tous les relevés, un poste météo d'Agroclim qui est en réseau avec les postes météo INRA. Et donc, vous voyez sur cette courbe, on a mis la pluviométrie pendant la période végétative, on a mis l'évapotranspiration. Et puis, au final, on fait un bilan hydrique, l'eau qui tombe, l'eau qui s'évapore. Et vous voyez sur la barre du bas, alors celle-là, je ne l'ai pas mis, j'aurais dû la mettre, je ne l'ai pas mis dans le texte écrit. On voit très bien que depuis l'an 2000, on est en bilan hydrique défavorable chaque année, plus ou moins, mais constamment. Donc il y a un phénomène maintenant cumulé. Là, on vient de calculer les données pour 2015. Vous voyez aussi qu'on est très négatif. Donc, et puis sur cette unité-là, on est à moins de 400 mm d'eau depuis un an. Donc on est en condition, c'est vrai, de stress hydrique, alors qui est compensé par différentes options, et notamment l'irrigation, qui se met en place sur ce secteur, puisque 15% des vignobles maintenant sont irrigués. Donc ça, c'est un constat. Alors, je vais redonner le schéma que Quince a présenté tout à l'heure. Donc, sur la même région, nous, on est de Narbonne, on demande au labo du Bernay, il nous donne, disons, la moyenne de milliers d'échantillons qu'il analyse tous les ans sur ce bassin de production qui va de Montpellier à Perpignan à Carcassonne. Donc, il est clair qu'il y a une évolution aussi, pas que depuis 1980, mais il y a une évolution qui se poursuit, qui impacte l'acidité, le pH et l'alcool du vin. C'est clair, donc il y a des pentes, on peut modéliser. Alors jusqu'où ça va s'arrêter, on ne va pas monter à des degrés. Vous voyez que le degré moyen des vins est passé de 11,2 à 13,5, mais évidemment, ce n'est pas lié qu'au changement climatique. Il y a eu une évolution de l'encépagement sur cette région, on récolte plus tard, mais la tendance est là. Donc, ce qui fait que le problème de l'alcool, il est posé, et je dirais aussi, il est fortement posé, on en parlait ce matin, parce que la teneur en alcool, c'est le seul élément de la composition du vin qui est écrite sur l'étiquette. Donc, c'est normal aussi que le consommateur s'intéresse à ça. Donc, quand il voit 15 degrés, c'est parce que c'est écrit sur l'étiquette. Donc, ce sujet de la réduction de la teneur en alcool a été posé en lien avec un sujet que nous, on appelle l'irrigation qualitative. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que quand on irrigue, on a encore plus d'alcool, contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'on n'a pas de blocage de maturité à ce moment-là. Et on peut arriver à 15 ou 16. Par contre, sur l'acidité, c'est pareil. Selon que le stress hydrique est très fort et que l'on a un blocage de maturité ou pas, on peut avoir un excès d'acidité ou un manque d'acidité. C'est pour ça qu'on a des résultats très surprenants et très variés selon les millésimes. Alors, quand on a mis en place ce programme donc financé par l'ANR ou qu'on a travaillé en partenariat avec l'IFV, ce qu'on nous a demandé, c'est de regarder toutes les options, toutes les pistes. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la stratégie technologique. Sylvie va vous parler de la stratégie microbiologique, mais aussi une stratégie viticole dont on a parlé. Et on a voulu voir au travers de tous les cépages, de la collection des vignes, par exemple, de l'INRA Vassal, est-ce qu'on ne peut pas trouver des cépages qui soient mûrs, parce que c'est bien la question, à petit degré, à 10 degrés. Et on en a trouvé, mais on a trouvé ça que dans la création variétale. On n'a pas trouvé ça dans les cépages classiques. Et on a trouvé ça dans ce que Alain Bouquet avait sélectionné à l'époque, parce qu'il avait rétrocroisé certaines variétés avec des raisins de table,
tout simplement. Et là, actuellement, on a à Pêche-Rouge 4 parcelles de 0,5 hectares où on a toute cette variété en observation, mais pour l'instant, l'INRA ne les déploie pas parce qu'elles sont qualifiées de monogéniques. Donc, il y a un principe de précaution qui s'applique. Alors, la technologie pour enlever de l'alcool, les membranes, évidemment, c'est une bonne réponse. L'osmose inverse a été la porte d'entrée de tous ces travaux. Quand on met de l'eau de mer contre une membrane d'osmose inverse sous pression, ben vous avez de l'eau douce. Quand on met du vin, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a que l'eau et l'alcool qui traversent la membrane d'osmose inverse si celle-ci est très serrée. Donc c'est le meilleur procédé pour ne pas perdre tous les autres composés du vin. Dans le vin, il y a des milliers de composés. Et ce n'est pas parce qu'on va enlever 10% d'alcool, effectivement, qu'il faut perdre les autres composés. Donc l'osmose inverse, elle a un inconvénient quand même, c'est qu'elle ne sait pas séparer l'eau de l'alcool. C'est-à-dire, ce qui passe à travers la membrane, c'est le solvant du vin, l'eau et l'alcool, à peu près à la même vitesse. Même l'eau partirait plus vite, ce qui fait qu'on concentrerait le vin, ce qui est au contraire de l'objectif visé. Donc, il faut envisager un couplage de technologies. Ce couplage, je vais vous en parler, c'est soit la distillation, soit d'autres systèmes de membrane. Donc, première option possible, avec ce perméa d'osmose inverse, donc l'eau et l'alcool et quelques pertes mais faibles de composés volatiles, on va les passer sur une seconde membrane où à l'intérieur des pores de ces membranes, il va y avoir une évaporation. Alors vous savez, quand on évapore un liquide, l'eau et l'alcool par exemple, la phase gaz, ce qui s'évapore, est 4 fois plus concentré à ce moment-là en alcool que la phase liquide. C'est-à-dire quand un 10 degrés, ces vapeurs font 45 degrés d'alcool. Donc cette évaporation-là, elle a lieu dans les pores de la membrane, c'est des systèmes très compact, et derrière, on draine cet alcool par de l'eau exogène, mais qui ne se mélange pas au vin. Donc ça, maintenant, ça marche, ça a été beaucoup travaillé en Australie par la société Memstar, et ces couplages-là existent, je vais vous en parler. Deuxième option, on distille, évidemment. Quand on met de l'eau et de l'alcool, en distillant, on peut élaborer un alcool à 96, voire, on peut aller jusqu'à 96 degrés. Donc, on enlève à ce moment-là toute l'eau. Donc, deuxième option, couplage, osmose inverse, distillation. Alors, c'est un peu plus volumineux parce qu'une colonne, ça prend de la hauteur. Donc, on a fait le bilan de tout ça. Et on s'est intéressé, au travers de ce bilan aussi, à la qualité. Alors, le bilan, c'est que pour réduire le degré d'alcool, il y aurait des solutions simples. C'est de diluer le mou. Dans tous les pays appartenant à l'OIV, c'est pas autorisé, ça s'appelle du mouillage. Mais en Californie, par exemple, c'est autorisé. On peut mettre 20% d'eau, puis on corrige un peu l'acidité. Bon, nous, on s'était dit, on peut faire le mouillage avec du vin sans alcool. Mais je dirais, c'est la meilleure option, parce on dilue le mou avec toute la matrice vin. Sauf que ça, c'est pas autorisé par la réglementation, parce qu'il faudrait le faire sur le même vin au même moment. Donc c'est un peu compliqué, mais on l'a essayé. Alors c'est pour ça qu'il y a un grand sourire sur ce procédé-là. Donc les options ensuite, les couplages de membrane, il y a beaucoup de grands sourires sur ces options, à condition de prendre de l'osmose inverse, parce qu'on a une rétention forte des composés volatiles. On peut prendre des membranes un petit peu plus ouvertes, qui ont des meilleurs débits, ça s'appelle la nanofiltration, mais là on commence à avoir des pertes d'arômes. Et puis, il y a des producteurs qui se sont dit, pourquoi pas faire que les membranes contacteurs directes. Alors là, on perd beaucoup plus d'arômes. C'est des systèmes bas coût qui sont proposés, pas en France, mais dans d'autres pays, par des équipementiers. Donc, quand on a affaire à ces options de membrane, il faut bien quand même regarder qu'est-ce que c'est comme membrane, qu'est-ce que c'est comme couplage, parce qu'il y a du très bien et il y a du moins bien. Alors, pour répondre à une petite question qu'on a eue tout à l'heure, on a profité de ces manips pour regarder l'effet de l'alcool sur la qualité des vins. Et alors, l'avantage quand on fait de la technologie, c'est qu'on peut ne bouger que la teneur en alcool sans du tout toucher aux 1000 et quelques autres composés du vin. Donc on fait ça sous inertage, on veille extrêmement précisément à ce que la teneur en gaz carbonique est la même. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? On a fait une gamme, tous les dixièmes de degré, et puis on a fait des tests de dégustation. Quel est le seuil de perception de la différence? Et là, on a été très surpris.
Ce seuil de perception, c'est 2 degrés. C'est-à-dire, un consommateur ne fait pas la différence entre un 15 et un 13 ou un 14 et un 12. Il le fait entre 2 et 3. Mais toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, quand on prend un vin qui fait 13, un autre qui fait 15, parce que ce n'est pas le même raisin où il a mûri différemment, évidemment, là, c'est très différent. Mais on a fait ça à Dijon, à l'Institut de sciences du goût. C'était une thèse avec la société Pernod Ricard, Sophie Meillon en étant la thésarde, donc vous pouvez trouver les publications dans la littérature. Donc, 2 degrés, c'est le seuil. Alors maintenant, tout ça, il y a eu beaucoup de travaux, parce que ce problème ne se pose pas que dans le sud de la France. Donc, Australie, Californie sont partis sur des procédés industriels de grosse capacité, ça s'appelle spin con colonne, des plateaux tournants en film mince. Il y en a une en Espagne, il n'y en a pas en France. Ce qui est le plus développé, c'est les systèmes qui partent de l'osmose inverse. Et il y a 2 prestataires de services que je connais en France. Un, la société Gemstab, l'autre, la société Petzold, qui propose des prestations de services à la cave. Là, vous avez une photo d'une unité mobile qui peut traiter 20 hecto-heures chez vous. Donc, vous lui commandez cette prestation comme vous pouvez commander un embouteillage. Le deuxième sujet fort, c'est l'acidité, le pH. Donc, je ne vais pas revenir sur les bases de l'œnologie, mais quand le pH augmente, c'est quand même le pH qui donne la stabilité, l'équilibre, disons, physico-chimique du vin sur de nombreux critères. Et un pH bas, on sait qu'il favorise la stabilisation de la matière colorante, microbienne, la gestion du SO2. Et souvent, dans ces zones chaudes, on a des pH de 3,7, 3,8, 4, 4,2 parfois. On a vu ça. Et élever un vin, stabiliser un vin, les phénomènes d'évolution dans un vin à pH 4, c'est très compliqué. Donc, la maîtrise du pH paraît être un sujet très important. Alors, traditionnellement, évidemment, il y a des leviers, les œnologues, ils savent comment faire. On met de l'acide tartrique. À ce moment-là, l'acide tartrique, il joue comme une pompe à potassium. Il réagit avec le potassium. On fait un sel bitartrate de potassium et c'est la précipitation qui permet en fait de corriger, de baisser un peu le pH. Alors, l'approche membrane a été proposée. Alors, elle a été proposée parce qu'au départ, il y a tout un travail qui avait été fait sur la stabilisation tartrique des vins par électroprocédé. Et en stabilisation tartrique, vous savez, on enlève à la fois les cations et les anions, le potassium et l'acide tartrique. Et on s'est dit, c'est quand même dommage d'enlever l'acide tartrique sur des vins qui n'en ont pas assez. Donc, le procédé consiste à mettre une membrane neutre à la place de la membrane anionique, de manière à n'extraire que le potassium. Donc, il y a eu pas mal de manips. Donc, voilà le montage. C'est un empilement de membrane. Je vous donne un petit tableau d'analyse où on voit en fait qu'on va jouer que sur les cations. On va enlever un peu de potassium, un peu de calcium et le reste, on ne joue pas beaucoup. Alors sur ce tableau-là, vous voyez que l'acide tartrique bouge un peu, c'est parce qu'il y a eu une stabilisation tartrique du vin témoin après. Retenez qu'on peut enlever 30-40% du potassium sans quasiment bouger les autres composés du vin. Donc ça, maintenant, ça a été évalué, évidemment, comme pour les seuils d'alcool, là, pour les 2 degrés d'alcool. Alors là, par contre, quand on bouge le pH, c'est sûr qu'il y a un impact. Alors, l'avantage de ce procédé, c'est qu'il est continu. Donc, on peut régler le pH, en fait, sur la machine. Et donc, l'œnologue, il peut aussi déguster. C'est-à-dire, on peut valider une maîtrise du pH, non seulement sur des critères analytiques classiques, ce que permet la réglementation, mais aussi par l'analyse sensorielle en ligne du produit. Alors là, bon, je donne quelques éléments dans le document écrit, mais le pH, l'acidité, c'est impactant. C'est impactant au niveau de la perception d'astringence des vins rouges, de l'amertume des vins blancs. Donc là, c'est un levier d'action sur des vins où on n'est pas tout à fait satisfait des conditions de maturation que l'on a pu avoir. Donc, on peut corriger. Pour élargir le sujet aussi, les membranes, ça permet de gérer l'oxygène.
Donc c'est un autre levier, c'est des nouveaux programmes en perspective. Alors, on dit souvent le monde du vin est figé et conservateur sur ces sujets. Enfin, moi, je suis à la commission technologie de l'OIV, là. J'ai été très agréablement surpris par la réactivité, parce que c'est des problèmes soulevés un peu par tous les pays viticoles. Et la réglementation, là, elle a été très rapide, très proactive. C'est-à-dire, ces sujets, par exemple, d'admettre, d'enlever 20% de l'alcool des vins, c'est autorisé en termes de pratiques œnologiques depuis 2013. Dans leur grande sagesse, les vins OP ont limité ça à 2 degrés, parce que 20% sur un 15, ça fait 3 degrés. La réglementation a aussi, donc l'OIV a mis ça dans ses recommandations, et l'Europe derrière a admis ces pratiques, de même pour l'acidification, et tout récemment pour la désacidification. C'est-à-dire, plutôt que d'envisager les méthodes au double sel, on peut traiter sur membrane, donc c'est l'inverse. Là, on met une membrane neutre avec la membrane anionique. Donc, sur les unités mobiles, il y a les 3 empilements. Donc, vous pouvez décider en tant que... c'est-à-dire que l'œnologue peut demander une stabilisation tartrique, une acidification, une désacidification, au choix. Donc, tout ça, maintenant, c'est disponible, c'est en prestation, c'est réglementé et c'est cadré. Alors, évidemment, là, je vous donne un focus sur l'acidité, l'alcool, mais il y a bien d'autres leviers dans un processus d'œnologie. Le raisin, ça commence à la récolte, à sa température de récolte, au tri, à son foulage, aux conditions de vinification, aux protections d'oxygène, aux procédés de chauffage, aux procédés chauffage ou traitement au vide couplé avec des enzymes. Donc là, il y a X options. On peut augmenter une extraction de 50% par ces leviers physiques en termes de vinification. Les opérations de pressurage ont beaucoup évolué sous l'impulsion des fabricants. On peut inerter, mettre du SO2 en ligne ou pas. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de leviers qui sont un peu mieux parcourus dans le texte écrit, dont l'œnologue peut disposer maintenant, parce que c'est technique, c'est physique, c'est des machines, il suffit de l'avoir, et puis l'œnologue met son savoir-faire derrière. Mais élaborer du vin, c'est aussi fermenter. Et là, ma collègue Sylvie Dequin va nous présenter tout le boulot fait depuis 10 ans sur ces levures. Merci Jean-Louis. Donc je vais directement donc continuer par donc vous présenter les stratégies microbiologiques. Alors Jean-Louis parle de 10 ans, donc en fait je remonterai un petit peu plus loin puisqu'on a démarré réellement il y a une vingtaine d'années pour essayer de développer des levures à rendement plus faible en alcool. Donc je remonterai rapidement sur ces années-là aussi. Alors, un petit rappel juste avant, bon, il est évident que la levure donc, dégrade la majorité des sucres du mou en alcool et CO2. Alors quand je dis la majorité, il faut bien voir que c'est quand même 92% des sucres qui sont convertis en alcool et CO2, ce qui laisse finalement très peu de sucre disponible pour faire autre chose. Donc notamment pour faire de la biomasse, puisque les cellules, la levure se multiplie pendant la fermentation, bien sûr, mais aussi donc, du glycérol, des acides organiques, des aldéhydes, des alcools supérieurs, des esters, qui vont participer évidemment à la qualité globale du vin, la qualité organoleptique. Alors, la grosse question qu'on s'est posée justement il y a une vingtaine d'années déjà, c'est est-ce qu'on peut trouver, sélectionner donc, dans la nature et parmi les souches commerciales existantes, des levures qui spontanément donc, auraient un faible rendement de conversion des sucres en alcool. Alors la réponse est clairement non. Si on l'exprime ici en quantité de sucre dégradé pour produire 1 degré d'alcool, on voit que ce rendement est très peu variable. Y compris si on explore l'ensemble des levures cérévisiers disponibles actuellement. Donc il faut modifier leur métabolisme pour arriver à dévier une partie des sucres vers la formation d'autres métabolites. Alors, un petit aparté sur le rôle de l'éthanol chez la levure. Donc l'éthanol, il est produit essentiellement pour des questions donc, physiologiques d'équilibre de la balance d'oxydoréduction. Donc en produisant de l'éthanol, la levure va réoxyder le NADH qui est produit pendant la glycolyse. Je ne sais pas si on voit le pointeur.
Du coup, ce rôle est essentiel. Et du coup, quand on va modifier cela, c'est-à-dire dévier une partie des sucres vers autre chose, il va falloir faire très très attention à cet équilibre de la balance d'oxydoréduction. C'est une des contraintes majeures qui a des impacts sur le fonctionnement du métabolisme et du coup sur les performances de la levure après. Et l'autre conséquence de ce très fort rendement de dégradation des sucres en alcool, c'est que pour enlever 1 degré à la fin dans le vin, eh bien, il va falloir accumuler d'autres sous-produits à la place de l'éthanol, mais qui vont être accumulés en quantité importante. Donc il faut vraiment que ce soit des sous-produits, évidemment, compatibles avec la qualité du vin. Alors, pour toutes ces raisons, plusieurs études ont été faites qui ont amené à la conclusion que le glycérol est probablement le meilleur candidat. Alors pourquoi? Parce qu'il a le même rôle justement que l'éthanol au niveau de l'équilibre d'oxydoréduction. Il convertit du NADH en NAD, et qu'en plus, c'est un sous-produit déjà assez abondant dans le vin, qui a un rôle jugé positif au niveau du moelleux et de la rondeur, et donc qui pourrait permettre de dévier donc, une partie des sucres vers ce sous-produit. Alors les premières approches, comme je disais, on a initié ces travaux dans les années 1995, donc il y a une vingtaine d'années. Et au départ, on a voulu voir quelle était la faisabilité de dévier les sucres vers le glycérol, donc par génie génétique. Donc là, on a modifié des gènes, donc un premier gène qui était impliqué dans la biosynthèse du glycérol, ce qui a permis de surproduire très fortement du glycérol et ce qui a conduit à une baisse vraiment très importante de la production d'alcool. Alors par contre, on s'est rapidement aperçu que cette réaction entraînait des effets secondaires, puisqu'on avait finalement une réaction acétaldéhyde-éthanol limitée qui conduisait à l'accumulation d'acide acétique et d'acétoïne qui, dans le vin, au-delà d'une certaine concentration, donc pose problème au niveau de leur évidemment organoleptique. Donc on s'est ensuite attaché dans les années qui ont suivi à modifier, à déléter un autre gène pour réduire la formation d'acétate et à surexprimer un gène qui permettait de convertir l'acétoïne vers le 2,3-butanediol, qui est un polyol un peu comme le glycérol et qui n'a pas d'effet sensoriel. Alors ça a permis, ça a été une preuve de concept en fait, qui a permis de voir qu'il était possible de modifier le métabolisme de la levure sans affecter les performances de la souche et qui permettait dans ces conditions-là et en allant le plus loin possible de diminuer la teneur en alcool des vins de 2 à 3%. Alors c'était évidemment une levure qui est restée au laboratoire et on a essayé par la suite, donc c'est ce qui a pris aussi une dizaine d'années, donc d'arriver à dévier également donc, ce métabolisme vers le glycérol par d'autres approches non OGM. Et l'approche qu'on a utilisée est l'approche d'évolution dirigée. Alors cette approche, assez brièvement, elle repose sur le fait qu'on va prendre une levure et qu'on va mettre en culture pendant de très longtemps, de façon à ce qu'elle se reproduise pendant plusieurs centaines de générations. Et le principe de base, c'est que toute cellule qui se divise accumule spontanément quelques mutations, très peu. Et donc, plus on va la faire multiplier, plus on va accumuler quelques mutations. Et on fait cette expérience-là dans des conditions sélectives, en présence d'un stress ou d'un substrat que la levure assimile mal. Et du coup, au fil du temps, la levure va accumuler des mutations qui sont représentées sur ce schéma, ici, par des petites cellules en rouge. On va avoir émergence et sélection d'une mutation qui va être bénéfique dans cet environnement un petit peu sélectif. Et ça va conduire à une levure qui va pouvoir, du coup, du fait de son avantage sélectif, dominer dans la population. Donc on va pouvoir facilement la sélectionner et on va obtenir donc une souche évoluée qu'on va caractériser par la suite. Alors on a utilisé cette approche-là. Tout d'abord, alors ce qui est le nerf de la guerre dans cette approche, c'est vraiment de définir les conditions sélectives qui vont nous aider à orienter le métabolisme vers là où on veut aller. Alors la première approche a été basée sur, on a essayé de dévier les sucres vers la voie des pentosephosphates. Alors c'est une voie, très rapidement, c'est une voie qui est dérivée ici en haut de la glycolyse. Et donc l'idée de base, c'était de se dire que tout carbone, toute molécule de sucre qui emprunte cette voie, élimine un carbone sur 6 sous forme de CO2. Donc si on élimine un petit peu des carbones, l'idée c'était de voir si on pouvait diminuer la disponibilité des carbones pour la formation d'éthanol. Alors pour cela, on a
fait évoluer les souches sur un substrat qui est le gluconate qui rentre au niveau de cette voie et que la levure assimile très mal. Et on a peu à peu, au bout de 240 générations, donc ça a pris une année à peu près, on a obtenu des levures qui graduellement assimilent mieux ce substrat et qu'on a pu caractériser par la suite. Alors on a pu montrer par des approches de fluxomique que ces levures avaient effectivement une voie amplifiée au niveau de la voie des pentosephosphates amplifiée, que ça conduisait effectivement à une plus grande libération de CO2 et qu'on matchait exactement finalement la perte de carbone au niveau de la teneur en éthanol. Donc on avait un petit peu moins d'éthanol, mais cette diminution était vraiment trop faible pour que ça ait un quelconque intérêt pour réduire donc la teneur en alcool des vins. Donc, bon, par contre, il s'est avéré que cette souche avait d'autres avantages, et notamment une surproduction d'ester qui a fait qu'elle présentait un autre intérêt, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on est revenu sur une autre cible qui était finalement la cible initiale glycérol. On sait que la levure, dans des conditions où elle est placée en conditions de stress osmotique, elle va réagir pour former plus de glycérol. Et que ça passe par une voie de signalisation très complexe qui s'appelle la voie HOG, qui va finalement transmettre ce signal stress osmotique à la production de glycérol. Et donc, on a décidé donc de conduire des expériences d'évolution en présence de différents agents qui sont connus pour stimuler cette voie HOG. Donc le méthylhydroxyle, le sorbitol ou le chlorure de potassium. Alors on a mené ces expériences à long terme, c'est pareil, ça a pris à peu près un an pour obtenir 100, 200 et 300 générations. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on a uniquement dans une condition qui était la culture prolongée en présence de chlorure de potassium, on a pu obtenir des levures qui, peu à peu, eh bien, finalement, voyaient leur production de glycérol augmenter. Alors on a couplé en plus cette approche à une approche génétique. Donc brièvement, donc la levure de départ, elle produisait 7 grammes par litre de glycérol. La levure évoluait 12 grammes par litre. C'est une cellule diploïde, donc on a fait sporuler, on a sélectionné des spores de cette souche évoluée qui surproduisaient encore plus de glycérol. On les a croisés entre elles et on a finalement obtenu une souche optimisée produisant encore plus de glycérol. Et c'est cette souche qui a été utilisée dans les essais pilotes que je vais vous montrer pour terminer. Donc on a ici des essais pilotes qui ont été conduits à Pêche Rouge, en fait, où on a pu montrer sur un Syrah l'avantage donc de la souche optimisée par rapport à la souche évoluée, donc avec une surproduction de glycérol qui se traduit par une diminution en éthanol, une surproduction de 2,3 butandiol et par contre une diminution très très forte de l'acide acétique, donc de la volatile, et une légère augmentation donc de l'acide succinique. Dans ces conditions-là, on a obtenu jusqu'à 1,3 degrés d'éthanol en moins. Alors on a ensuite, au cours des années 2013-2014, donc réalisé plusieurs essais sur différentes variétés, donc Syrah et Merlot essentiellement, avec plus ou moins de teneur en sucre ici, faible TAV ou haut TAV. Et comme vous pouvez le voir, on a obtenu une réduction de la teneur en alcool donc de 0,6 à 1,3 degrés, qui, dans tous les cas, se sont accompagnés d'une baisse de la volatile, très forte parfois, et d'une augmentation de l'acidité totale. Pour finir rapidement, je vous montre une analyse sensorielle qui a été réalisée sur un des vins obtenus, sur le Merlot, où on voit que la souche évoluée finalement se distingue le vin obtenu avec la souche évoluée se distingue par des notes plus amyliques, fruits cuits, épices, pâtisseries, et une perception moindre de l'alcool, de l'amertume et du gras. Voilà, donc en conclusion, donc on a donc ces levures qui, pour la première fois, on a vraiment obtenu une baisse du rendement alcoolique qui reste de l'ordre de 1%, donc plus modérée qu'avec l'approche OGM, mais néanmoins qui va dans le même sens, avec une réduction en plus de la volatile et une acidification, donc qui constitue un outil finalement de plus pour équilibrer la balance sucre-acide des vins. Qui a l'avantage d'être une solution relativement facile à mettre en œuvre et à faible coût, mais qui doit se concevoir finalement dans une approche intégrée et globale qui permet finalement de pouvoir intervenir à différents niveaux, au niveau microbiologique, technologique, mais aussi évidemment au niveau de la sélection variétale et puis des approches viticulture pour arriver à mieux piloter ces équilibres sucre-acide.
Voilà, donc je remercie donc les différents membres de SPO et de l'unité expérimentale de pêche rouge. Donc ces projets ont été financés donc par le programme La Cave, l'ANR VDQA et plusieurs thèses, dont au moins 2 qui ont été financées par la société L'Allemand. Et je vous remercie pour votre attention.